Morium, if you allow it, we want to introduce take maybe 2 or 3 minutes to introduce the context in which we have very gladly invited you to discuss with us today. Of course, we wanted to invite you around March 8th in celebration and in honor of this International Women's Rights Day. So as a reminder, this is a day in which we celebrate the achievements and the victories of women worldwide. As a reminder as well, it's not a day in which we want flowers or lingerie, but rather in which women globally ask for fundamental rights. Très rapidement, and I'm going to translate Morium just for a bit. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. On a invité aujourd'hui Morium autour de cette journée du 8 mars, journée mondiale de lutte pour les droits des femmes, une journée dans laquelle on célèbre les victoires et les combats des femmes dans le monde. Et comme petit rappel, je me permettais de rappeler que ce n'était pas une journée dans laquelle on souhaitait recevoir des fleurs ou de la lingerie, mais plutôt où on demandait un accès à nos droits fondamentaux. Again, March 8th has a very long tradition of commemorating working women around the world. This is why we thought for this live to invite Morium from ActionAid Bangladesh to discuss the working conditions of women workers of the textile industry who dress up the whole world while paying the cost of fashion with their health and their lives. Très rapidement, nous souhaitions inviter Morium d'ActionAid Bangladesh pour échanger sur la condition des travailleuses, sur les conditions de travail des femmes ouvrières du textile qui habillent le monde entier, tout en payant avec leur vie, avec leur santé, le coût de la mode et de l'hyperconsommation relative à la mode. Morium Nesa, you are in charge of the programs regarding women's rights and equity in ActionAid Bangladesh. Thank you so much for accepting our invitation. Morium Nesa, vous êtes en charge des programmes droits des femmes et égalité à ActionAid Bangladesh. Je vous remercie d'être là. Je remercie Floriane aussi qui a accepté très gentiment d'assurer la traduction de ce live. Without no further ado, I will ask you the first question. So maybe could you please just present the work of ActionAid Bangladesh, your work at ActionAid Bangladesh within the sector of garment and textile industry, and maybe just give us a little bit of context in regards to that. Du coup, la première question de Salma à Morium, c'est que si Morium puisse nous expliquer un peu plus en fait son travail à ActionAid Bangladesh, notamment en lien avec l'industrie du textile, et nous apporter en fait quelques éléments de contexte pour cette discussion. We're all here. Thank you. Yeah, thank you so much. Actually, ActionAid Bangladesh started working on this issue, especially workers' rights issue, for decades we are working. So when we started working, we actually started with some awareness program, like, increasing awareness among the government's worker on sexual and reproductive health rights in hazardous factories. So after that, we then realized that this is a sector where we need to work a lot because the condition is very, very bad. So based on that need, I would say that the need that this sector need more attention to work with workers. So then we slowly started expand our work, like awareness raising among the workers on their rights and their what the working condition should be, so make them aware. And at the same time, we work with different stakeholders to who are relevant, like the factory owners or the associations, union leaders. So we start to work with them as well for advocacy and campaign.
So the first campaign we started for the living wage. You know, the living wage for the workers still it's very poor, but when we started, it was worse than the present situation. So that was the campaign we started. And after that, you know, time to time we expand our work, and then we work with lots of workers, like around million of workers. We train them in different issues, and one of our major activity actually was to, you know, increase leadership among the workers so that they can raise their voice and they can ask for their rights. So based on that, we organize different stations. We work in the factories, we work with the workers in their communities, and still now we can see the more than 3,000 workers. They are now in different committees, you know, in trade unions, in committees in the factories. So they are working. So that's how actually ActionAid work is working. And I would say one of the major, please tell me to stop if you need a break for translation or anything. I think I'm going to start saying that's okay. Du coup, Morium nous explique qu'en fait, les actions d'ActionAid Bangladesh en lien avec ce secteur ont commencé en fait il y a à peu près une décennie, mais qu'au début, le travail, c'est surtout sur en fait augmenter en fait la conscience des travailleurs et des travailleuses au sujet de leurs droits, donc faire en sorte en fait qu'ils aient plus d'informations sur leurs propres droits. Et en fait, il y a eu une attention sur le secteur du textile lorsqu'on s'est rendu compte en fait de la mauvaise qualité des conditions de travail ou encore de la précarité. Et du coup, en fait, il y a également eu tout un travail avec les différentes parties prenantes, notamment avec d'autres associations, des syndicats, des unions, afin vraiment d'avoir un travail partagé par rapport à cet enjeu. Et d'ailleurs, Morion nous expliquait que la première campagne qui a eu lieu était notamment en fait liée plus au salaire, donc essayer d'avoir un minimum légal, un minimum de salaire pour ces travailleuses et travailleuses. Mais maintenant, en fait, il y a également tout ce travail sur la connaissance de leurs droits, puisque l'idée est vraiment de donner en fait à ces travailleurs et ces travailleuses la capacité en fait de plaider pour leurs conditions de travail et pour leurs droits. Donc il y a vraiment tout un travail en fait pour les former, également leur permettre déjà de faire partie de comités, d'assumer des rôles de leader et de leaders et de faire partie de syndicats. Du coup, ça a été vraiment tout un processus et tout afin d'être sûr en fait de former les travailleurs et travailleuses sur leurs droits afin qu'ils soient en fait les premiers et les premières en liste pour pouvoir les revendiquer. And then what I was telling, that when we started working with the workers, so we were searching for a approach how we can work closely with the workers and, you know, to go close with them and make a space for them. So after long years, we say that it is this innovative approach where we are working with the workers in a cafe, workers cafe. So a cafe is a kind of approach where it is very close with the community where the workers stay, and then from the community they can go to the cafe where they can, you know, share their experience. It could be in workplace, it could be in their personal life. So they share with each other, and it also make a kind of, you know, support for each other. It's kind of peer support. And at the same time, in the workers cafe, we provide them legal support, health support, so they can get any kind of support they need if they want to file any kind of case against the employer, or if they need any psychosocial support, they can get that from the cafe. And at the same time, we just make it a place where they can come and they can breathe, and, you know, they can share their emotions as well. As you know, that the workers, they have a very tight schedule, you know, they from the early morning to late night, so they work all the day in the factory and after factory in the households. So lots of pressure, and there is no place for recreation. So we also use the cafe as a part where they can get some time to recreate. They can play, they can gossip, they can sing, they can dance, everything. So this cafe is what we say that it is the innovative approach of how ActionAid Bangladesh is working in Bangladesh. Du coup, l'un des enjeux que nous explique Morium, en fait, c'est comment parvenir à atteindre, à toucher ces travailleurs et travailleuses, à être en contact avec elles et eux. Et du coup, ce qui a été créé, en fait, c'est un système de café travailleurs et travailleuses, au sein desquels, en fait, les travailleurs et travailleuses peuvent venir depuis leur communauté. Mais c'est un espace, justement, qui est censé être un espace, en fait, de sécurité, un espace qui permet de créer
du soutien de la collectivité, où justement ces travailleurs et travailleuses peuvent venir en demande de soutien légal, par exemple s'ils veulent porter plainte contre leur employeur ou employeuse, ou encore peuvent chercher un soutien psychologique. Donc Morium insiste vraiment sur les conditions de travail et notamment sur l'emploi du temps qui est particulièrement strict. Ça fait vraiment maison, boulot, maison, avec des horaires assez strictes et de longues journées de travail. Donc c'est vraiment important en fait d'avoir un espace qui soit aussi en fait presque une bouffée d'air frais où c'est possible justement d'avoir des loisirs, de chanter, de se danser, de discuter avec d'autres personnes et de parler autant de la vie personnelle et du travail. Du coup, c'est un des thèmes principaux notamment sur lequel travaille ActionAid Bangladesh. Yeah, that's actually the journey I would say that ActionAid Bangladesh started, and now still we are continuing to working with workers, and we always try to get opportunities how we can work with the workers, and how we can be with them to ensure that yes, they are getting their rights. Du coup, c'est ce sur quoi travaille actuellement ActionAid Bangladesh. Et encore une fois, il y a vraiment un enjeu justement à travailler directement avec ces travailleurs et travailleuses afin en fait d'assurer et de plaider pour le respect de leurs droits. Thank you so much, Morium. This seems like a very like an amazing experience. Thank you for sharing. Let's get straight to the point. Could you tell us how it is to work like in a factory, in a textile factory today in Dhaka? Alors du coup, la deuxième question en fait concerne comment ça se passe, quel est le contexte, comment ça fait en fait de travailler dans une usine d'industrie textile à Dhaka au Bangladesh à l'heure actuelle. I would say that before I start working, that how the condition is and how the workers are working in the factories, I would say that obviously the condition is not good, otherwise we were not working here and we were not talking about their rights if everything was okay. Obviously everything is not okay, but still we need to remember that whatever the condition is, this is the better option for the workers. Otherwise, why they are here? If they had any other option than working in a factory, they would go there, but they are not going anywhere. So for them, it's a better option and better situation to work. But who we are working for their rights, and we know very well the scenario. It's like it's obviously not a very good condition for them. For example, if we especially talk about the women workers, most of the workers are women who are working in the factories. So in that area, we would say that the factories where the workers are working, they are facing different kind of sexual abuse, violence, and the rights. What we mentioned, that as a worker, the minimum rights they should have, like the maternity leaves, other leaves, and overtime wages. And even if we say that the minimum wage they have, still what they are getting, it's very less. So considering everything, and if you especially talk about the infrastructure or where they are working, so we have evidences like, you can remember the Rana Plaza tragedy. So in which condition they are working where they had to die. So if we consider all these things, I would say that yes, the situation is very bad where they are working, especially for to understand the actually. I would say that how ActionAid is working, we always try to identify find the evidence through different research and studies, so that we can see that what is the reality in the field. So from different studies we find sometimes we find that sometimes see that more than 30% workers say that they have faced different kinds of violence. But if in the second stage, when we ask them that what they did when they faced this kind of violence, they said nothing. They did nothing because the fear of losing the job. As I mentioned, start with at the beginning, that whatever the condition is, for them it is the better opportunity. So the fear that they can lose the job, so that they don't even share that they are facing this kind of violence. So whatever the scenario we get from the studies, obviously the reality is worse than that, because they don't share. And so if you need time for translation. Yeah, Okay. I'm going to start translating right now.
Du coup, Morium nous explique que, bon, à l'évidence, les conditions de travail ne sont pas bonnes, sinon il n'y aurait pas autant de travail à faire dessus, ni de recherche. Mais un point spécifique avec lequel elle commence, c'est vraiment qu'il faut comprendre que si ces femmes, puisqu'il s'agit de majorité de travailleuses dans l'industrie du textile au Bangladesh, donc si ces femmes en fait travaillent dans ces usines, acceptent ces conditions, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas d'autre option, c'est leurs meilleures options, puisqu'elles ont besoin d'un revenu, d'un salaire, de vivre, de faire vivre leur famille. Donc on est vraiment en fait dans un état de base de précarité, de vulnérabilité qui est très important. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu justement à faire en sorte que ce travail, ces conditions de travail, leur meilleure option se fasse dans les meilleures conditions possibles. Alors, étant donné que c'est une majorité de femmes, Morium nous explique qu'il y a énormément de violences, d'abus sexuels, de violences sexuelles et sexistes de base. Mais après, elle nous explique aussi qu'il y a énormément en fait de garanties, de choses qui nous paraissent innées ici, qui ne le sont pas, notamment en termes de congé maternité, de congé, de récupération. On parlait tout à l'heure de la première campagne pour obtenir un salaire minimum. Alors oui, il y a un salaire minimum, mais il est particulièrement bas en fait, de base. De plus, on se souvient qu'il y a 10 ans, c'était l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. Et en fait, ça nous en dit beaucoup en fait sur les infrastructures, l'environnement de travail, qui bien sûr n'est pas bon en fait. Un autre point aussi qu'il est important de constater avec ActionAid Bangladesh, c'est qu'il y a vraiment une volonté de faire plusieurs recherches, plusieurs études, de varier les sources vraiment pour comprendre la réalité sur terrain, mais qu'on peut voir d'après certaines sources, par exemple, qu'il y a au moins 30% de femmes qui ont été victimes ou témoins de violences sexuelles et sexistes. Le souci, c'est que c'est dans des conditions, en fait, elles ne disent rien, elles ne portent pas plainte, parce qu'en fait, elles ont dans une telle peur, en fait, de perdre leur travail, de perdre leur revenu, qu'elles n'osent pas, justement, plaider pour leurs droits ou porter plainte, par exemple. Euh, Par ailleurs, un autre point aussi qu'il est nécessaire de mentionner, c'est que beaucoup de ces femmes ont peur de porter plainte, peur de parler quand il y a un abus sexuel. C'est-à-dire qu'il y a également beaucoup de ces femmes qui ont peur de partager en fait ces données durant ces entretiens et des recherches. Donc il faut comprendre que les données qui sont disponibles à l'heure actuelle sont en fait probablement à revoir à la hausse, qu'en fait il y a probablement beaucoup plus de femmes qui sont victimes ou témoins de ces violences ou de ces conditions de travail. So what I was telling, that to understand the scenario, we also did continuous study, especially after COVID. We thought that, the in general scenario is not good. So after COVID, it could be worse. So then we did another study to see the impact of COVID on the government's worker. And the findings, makes us more sad, because the findings says, when we talked with 100 workers, that how the condition is now. So 36% workers say that they lose their job. So 36% when they say that they don't have any job, so it's impact their whole life. So it's impact on their food, on their nutrition, on their even when they don't have any job. So in that situation, the dropout from school of their children, and then also the increase of child marriage, and also the gender's violence at home, everything increases. So the findings also tell us that how vulnerable they are. So they are working in a hazardous condition, and even if they don't have that, their life became more vulnerable. So we always try to find these findings, and based on that, what I say to you, that especially the women workers, they are facing more vulnerabilities, especially when regarding sexual violence, abuse, and wages and everything. And in general, actually, women are getting less wage than the men in every sector, and in government sector, it's obviously the same. And if you think about the positions where they are working, as we are mentioning that 60% women are working in the factories, but where they're working just as worker. Whenever you go, the upper positions, like in the management level, in the supervisor level, you will get all our men there. So they recruit the women with this tendency that they can control them. You can force them to work faster, they will work more, and they will not ask for anything. There will be less protest from these workers. So that's another reason that women are working more in this government sector. So there are also areas where we need to work, that we don't want to see our women's working only as workers in the factories. So especially after 8 March, this comes to our mind, that we need to change these things as well.
Du coup, en fait, Morium nous explique que du coup, on peut voir que la situation de base était mauvaise avant que le Covid, mais que le Covid, bien sûr, a fortement impacté les populations en général et encore plus les travailleurs et travailleuses. D'où, en fait, l'intérêt d'avoir une étude, une recherche qui s'intéresse à précisément l'impact du Covid sur ces femmes qui travaillent dans l'industrie du textile, dans ces usines au Bangladesh. Et on peut se rendre compte que 36% des femmes, pardon, sur environ une centaine de femmes interrogées, ont perdu leur emploi. Donc, perdre leur emploi, c'est en fait accru leur situation de vulnérabilité qui était déjà importante. Ça les place dans une situation de précarité aiguë où elles perdent leurs revenus, elles n'ont plus de salaire pour subvenir aux besoins de leur famille. Et bien sûr, il faut se rendre compte aussi que ça a un impact en fait sur tous les aspects de leur vie. Ça a un impact sur leur nutrition, leur sécurité alimentaire. Ça a un impact également sur leurs enfants qui généralement doivent quitter l'école et n'ont plus accès à l'éducation faute de moyens pour payer les frais d'inscription, mais ça a également des impacts très particuliers sur les femmes. On peut voir par exemple une augmentation en fait des mariages d'enfants en fait qui permet d'avoir un poids, un besoin financier en moins dans la famille étant donné que l'enfant, enfin du coup la jeune fille quitte la maison. Par ailleurs, Morium nous explique aussi qu'il y a également eu un accroissement des violences sexistes et sexuelles. Et notamment, on peut voir par exemple que dans certains cas, en fait, les femmes deviennent de plus en plus dépendantes de leur partenaire, qui est la seule personne à avoir un revenu, ce qui les expose en fait encore plus à de vulnérabilité. Par ailleurs, Morium aussi nous explique en fait certaines conditions. Par exemple, on parlait du salaire qui est déjà bas, mais il faut se rendre compte que de façon générale, dans le monde, les femmes sont moins bien payées que les hommes, mais c'est encore plus vrai en fait dans l'industrie textile au Bangladesh. Alors, on parlait d'une majorité de femmes, on parle environ de 60%, mais il faut se rendre compte en fait dans le bâtiment que les personnes qui sont dans des positions de management, de leadership sont généralement des hommes et que les femmes en fait vont être plutôt les ouvrières textiles, ce qui en fait les expose à de mauvaises conditions de travail, à de bas salaires, à de vulnérabilité, à des contremaîtres masculins, par exemple, qui vont leur imposer des violences sexuelles et sexistes, leur imposer de longues heures de travail. Donc, en fait, le fait que ce soit des femmes, en fait, les expose à encore plus de vulnérabilité, sachant qu'en fait, elles sont posées dans la partie inférieure pardon, de la hiérarchie et qu'en fait c'est également ce fait qui explique pourquoi il y a autant de femmes en fait dans cette industrie parce que ça permet en fait une sorte de contrôle des employeurs et employeuses qui en fait vont du coup se baser sur le fait que les femmes vont moins protester, moins demander pour leurs droits, parce qu'elles sont dans une telle situation de vulnérabilité qu'elles ont d'autant plus peur de perdre leur emploi et qu'en fait le Covid-19 a d'autant plus exacerbé cette situation. Et Morium insiste vraiment sur le fait qu'il y a besoin d'un changement, encore plus quand on parle par exemple du 8 mars, où il y a besoin d'un changement où des femmes pourraient se retrouver notamment en situation de leadership pour être capables de revendiquer leurs droits. Yeah, over to you, Salma. Yeah. Thanks. No, I was thinking that it was very crucial to remind us that gender-based violence as a phenomenon is global and that the vulnerability and inequality that is inherent to the workplace is as global as well, and that it's not something that's specific to the textile industry or to Bangladesh. So do you want to elaborate some more on the specific impacts that it has on women and to specific women, like for example migrant women? Would that we'd love to hear some more about that if you're okay. Du coup, Salma nous rappelle du coup la situation des femmes, en fait, les violences sexistes et sexuelles, les discriminations sont globales. Du coup, là, par exemple, on s'est particulièrement intéressé à l'industrie textile au Bangladesh, mais en fait, il faut rendre compte que c'est quelque chose de global qui se retrouve dans de nombreux autres secteurs, malheureusement. Et la prochaine question de Salma, du coup, est de savoir, en fait, de façon plus spécifique, comment le Covid a vraiment impacté ces femmes et également comment cela a affecté également d'autres groupes vulnérables, notamment les femmes migrantes qui travaillent dans cette industrie. So for the migrant workers, the issue is actually the workers, the government workers, especially the women. They all are migrant, internally migrant. So because these workers, they are coming from different corners of these countries, different villages, different districts and sub-districts from Bangladesh. So the scenario at first at the workplace is obviously the same how the other workers are facing. But for the worker, when they come from a small village where they have a community, and they have a kind of connection with each other, and they have the family with them. When they come to the city life is obviously different from the village they had. So it makes a kind of challenge for them to cope with this
situation. Everyone is very busy, and you need to work hard from the morning to late night. And as I mentioned, that in our cafe we try to make this space for especially for the women. And it's also one reason that we realize that they, after coming from their community, when they had lots of people around them, they had space to share their emotions, talk with each other. In this city, when they start working in the garments, they lose everything. So suddenly they come like in a crowd where they need to work like a robot, from the early morning to late night. So it's also make a stress on them. Psychosocially they feel stressed in this situation. And additionally with that, the working condition where they're working, if there is a harassment or there is abuse, they don't know actually where to go to talk with whom. So considering all these things, when a woman or girl come from a community in a village from this city to start working in this factory, they are more vulnerable. They have less information. They don't know where to go. So considering everything, they are more vulnerable, I would say. And as I said, that most of them, or I could say even all of them, are actually internally migrant from different areas of Bangladesh. Du coup, en fait, Morium nous explique que ces femmes migrantes qui travaillent dans l'industrie du textile sont majoritairement, voire même toutes, en fait, des déplacés internes, donc des personnes qui viennent de différents départements, de différentes communautés, généralement des communautés rurales, en fait, pour rejoindre la vie urbaine et tenter de gagner leur vie. Donc, il faut comprendre que ces femmes, ces jeunes filles quittent leur famille, leur communauté, elles quittent un soutien important et qu'elles sont confrontées au défi d'une vie urbaine qu'elles ne connaissent pas, avec une recherche d'argent pour faire face à la précarité, et bien sûr avec une absence de soutien, pas de famille à qui parler, à qui demander de l'aide. Donc c'est une situation déjà extrêmement stressante pour elles, mais en plus, en fait, elles doivent faire face à un environnement où elles n'ont pas d'informations, elles ne savent pas à qui parler, à qui demander. Et il me semble que Morium parlait même, si je ne me trompe pas, presque de la perte d'identité au moment en fait où ce sont des ouvrières textiles qui travaillent en fait du matin au soir dans une foule et tout. Et il y a presque, oui, cette idée de perte d'identité, de devenir un parmi une foule, où en fait c'est une situation très stressante et qui demande même un suivi psychosocial qui doit être fourni. Et donc en fait tout ça, en fait, ce manque d'information, ce déplacement accru en fait la vulnérabilité de ces jeunes femmes, mais c'est aussi l'une des raisons pour laquelle elles travaillent majoritairement du coup dans l'usine des styles, puisque du coup ce sont des personnes vulnérables qui sont moins susceptibles de protester pour leurs droits et qui sont notamment plus en demande d'un travail, même si les conditions de travail sont absolument détestables. Do you want to add up something, Morium, or can we go ahead with the next question? Like me, maybe if I had a question, like I was wondering if if maybe these migrant workers are facing more, like for example, sexual and gender-based violence, because they're even less likely than other workers to protest against the employees. Et donc Floriane I would say that si les personnes, it's si not les femmes actually migrantes en l'occurrence étaient plus à risque face à des situations de violence de genre ou de violence sexiste et sexuelle du fait justement de leur position de vulnérabilité accrue en comparaison. Pas tellement en termes de légalité, mais aussi en termes de position par rapport à la communauté, le fait justement d'être peut-être plus considérée comme une étrangère ou comme une personne qui ne vient pas de la zone du coup. Go on, sorry. No, it's okay. So if you compare, so obviously anyone not only about workers, anyone in the world who are more, weak, are more tortured or abused by the powerful people. So it's same as here as well. So when you are migrant and you don't know where to go and how to report and who are the people where I will feel safe, obviously they are more vulnerable. So it's not only because they are in the factory, it's like same as in any other corner in the world. For them, it's the same. Du coup, Morium nous explique que c'est aussi une situation générale qui ne se retrouve pas forcément juste au Bangladesh ou dans l'industrie textile, mais que les personnes migrantes, même si dans ce cas-là, ce seraient probablement des personnes qui ne sont pas sans papier, mais qui sont quand même dans un statut de migration, ces personnes migrantes sont dans une situation de vulnérabilité accrue du fait de leur statut légal, de leur statut social, et que ça leur rend du coup plus prompt à se retrouver dans des situations d'abus du coup. Just to add up a little thing, one of the most relevant and most important thing that
we can point out in the study of ActionAid Bangladesh is how really it takes the time to tackle the issue in regards to vulnerable groups as well. So that would be there's specific points on transgendered women, on migrant women, and on women who come from rural spaces. That's one of the many reasons that we encourage you to read this report that we will be linking up on our social networks afterwards. Du coup, Salma aussi souligne un point du rapport qui est vraiment très intéressant et pertinent. C'est en fait le temps que ça prend et l'effort que ça prend aussi pour vraiment avoir un suivi spécifique pour les groupes vulnérables, en fait, qui vont être d'autant plus affectés, pardon. On parle notamment des personnes migrantes, mais également des personnes qui viennent de milieux ruraux ou encore des personnes transgenres. Donc, il y a vraiment un point spécifique à être fait et un travail qui est nécessaire. Mais de toute façon, vous pouvez retrouver tout ça dans le rapport, qui sera d'ailleurs traduit en français et disponible très vite sur notre site web et nos réseaux sociaux. Merci Florian. So Morium, the decisions that we as consumers make in France and in other countries have real consequences and real impacts on the workers and their working conditions. How can you maybe just orient us on how to put pressure on our governments? What can we do here in France that can impact the lives of women workers? Du coup, les décisions que nous prenons en tant que consommateurs et consommatrices ont un impact direct sur ces travailleuses et notamment sur leurs conditions de travail. Donc la question suivante posée à Morium est de savoir en fait ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait faire pression auprès de nos gouvernements, du gouvernement français par exemple, et quelles pourraient être nos demandes justement pour en fait assurer de meilleures conditions de travail et le respect des droits de ces travailleuses. So before I say something, I would share some findings from what you mentioned from the study we did after COVID. So then we also asked the workers that what they think, if it's stopped with the factory owners only, or if they have any urge to the buyers or international brands or other government outside the country. So there's some interesting things came from, through the workers, that how they think. So I would share one thing, that where the workers say that, they just request, please don't stop order if there is any emergency or anything. So it's like from their perspective, because, when the factory owner said them that you don't need to come from tomorrow, then the only reason they said that because the order we had, it was cancelled. So you don't have to come tomorrow to the factory. So you see that the workers actually don't know that who gave the order, who can sell the order, or who are the people who are taking decisions of their lives, because having a job or don't have a job, it's a two life for a worker, different lives. So they just come to know that the buyers, they say that the buyer cancel the order. So, when we asked them what they asked, the very plain and simple request they had, that tell the buyer, request the buyer that please don't cancel order in any situation. Especially it's especially after COVID actually, because then lots of people lost their job, and the only reason the factory owner said that we don't have any order now. So what actually happened? If you go to the buyer, they may say that no, we didn't cancel any order. Maybe we changed some timing, or some situation or anything. But that information is not clear to the workers. So there are different layers. Even sometimes we feel that when a buyer ordered, does they know that who are the workers working for them, or they only know the name of the factories. So this layer should be very clear, very transparent, and who are providing the orders, who are the workers from them. We always want that this line should be very clear and transparent, so that you don't, you just can't use any excuse to say your worker not to come to the factory from the next day. And then also, the buyers, or the even as you mentioned in France, that the government can ask the buyers that, you need to maintain the compliance from where you are buying your products. You need to ensure that
these products are coming with love, you know. That one thing I always want to share, that someone is making your cloth, so let that person make it with love, not with fear, or not with always the fear of harassment, or not with always the pressure of overloaded, or overtime allowance. When they work, when they prepare a cloth for you, they should love their work. No, they should love this cloth with uh, they should prepare this cloth with love. Then when you will wear it, you can feel the love. If you wear it and if you feel that someone is under pressure and facing lots of violence and preparing your cloth, it obviously will not give you a good feeling. So make this happen. So that how it can happen. Every layer has to work. So from your government to our government, from the buyer to factory owners, everyone have the responsibility to make sure that yes, it's happening in a good environment. I love my work because I have no fear of violence here. I know I love this work, so I do this. So let the worker feel the same. Them feel let them love their work. So I would say that, as you asked, so your government can also, say to the buyers that they should maintain these things as well, how the workers are working. So the condition is better or not, from where they are buying these clothes. If they need to invest here more, we would request that please invest. You are investing it for, it's if you are investing a little, you will get a more good production. And as I mentioned, love will be free there. So please. Alors, un point important que mentionne Morium au sujet en fait des demandes qu'on peut faire auprès des gouvernements, de ce qu'on peut faire, c'est en fait le fait d'abord que ces questions ont été posées durant des entretiens avec ces travailleuses au cours de la recherche, et qu'en fait plusieurs éléments, un élément d'ailleurs qui a souvent été mentionné, c'est que le fait du point de vue des travailleuses, en fait, elles ne veulent pas que les personnes arrêtent de consommer, encore plus après le Covid-19, qui, on le sait, a un impact sur les économies de tout le monde, du coup il y a un impact sur les commandes. Elle insiste sur ça en fait parce que du coup, si une commande est annulée, en fait, la personne ne vient pas travailler le lendemain et n'a pas de salaire, n'a pas de revenus, avec tous les impacts déjà mentionnés sur l'accès à la sécurité alimentaire, la nutrition, la vulnérabilité ou encore les violences sexuelles. Du coup, en fait, du côté de ces travailleuses, en fait, le boycott n'est pas une solution, mais en fait, il faut que les personnes continuent à commander parce que leur salaire en dépend. Et encore une fois, ce qu'on disait, c'est que c'est leur meilleure possibilité pour avoir un salaire, pour avoir un revenu, aussi faible qu'il soit-il et dans les pires conditions soient-elles. Un point ainsi intéressant aussi, c'est en termes de transparence le long de la chaîne d'approvisionnement, une transparence qui manque cruellement. En fait, nous, de notre côté, en tant que consommateurs et consommatrices, on ne sait pas qui sont les travailleuses en fait derrière. Généralement, on connaît le nom de la marque, du magasin, mais en fait, on ne connaît pas tous les intermédiaires qui existent et qui sont très nombreux, ce qui rend toute la chaîne d'approvisionnement complexe et ce qui permet en fait aux différents parties prenantes en fait de cette chaîne, du coup, d'essayer d'échapper à toute responsabilité. Et d'ailleurs, même du côté en fait des travailleuses, finalement, elles ont peu d'informations, elles savent qu'une commande est annulée, mais c'est tout. Derrière, elles connaissent leur employé dans l'usine, mais elles ne savent pas exactement où ça va ou quelle est la suite. Donc en fait, auprès des gouvernements, des institutions, des marques et des usines, il y a un véritable besoin en fait de responsabilité et d'assumer cette responsabilité avec une meilleure transparence sur toute la chaîne d'approvisionnement en fait pour ne pas pouvoir s'en détacher. Et Morium nous parlait d'une notion d'amour que j'aurais peut-être un peu plus de mal à traduire, mais je pense que ce que je veux dire, c'est qu'on porte tous des vêtements. Enfin là, je pense que chacun de nous est en train de porter des vêtements, sauf peut-être si vous êtes chez vous, mais bon, on en porte tous. Et en fait, c'est horrible de se dire que quelque chose qu'on porte tous les jours, dont on a besoin derrière, se fait au détriment de la vie, de la santé, des conditions de travail, de l'intégrité physique et morale, enfin de la dignité en fait de travailleuse, que derrière en fait chaque vêtement qu'on porte, derrière chaque pièce de tissu, derrière chaque achat, il y a une personne qui subit, une travailleuse qui subit des violences sexuelles et sexistes, une travailleuse qui a un revenu de misère, une travailleuse qui vit dans des conditions de travail horribles. Il y a 12 ans, des travailleuses qui finalement qui se sont retrouvées en fait décédées suite à l'effondrement d'un immeuble. Donc en fait derrière il y a un besoin en fait tout simplement de responsabilité parce qu'on ne peut pas continuer en fait à non pas acheter juste des vêtements mais acheter des vêtements où derrière on sait que ce sont des conditions en fait, mais de notre côté en tant que consommateur et consommatrice on a besoin aussi d'informations mais également d'utiliser ces données pour faire pression sur les multinationales, sur les marques, sur le gouvernement, mais c'est également leur responsabilité.
Et en fait, Morium nous disait que tout simplement, en fait, ça devrait être un droit de pouvoir travailler sans peur dans de bonnes conditions. C'est nous un droit qu'on a et ça semble logique que quelque chose qu'on achète à l'échelle de la planète 8 milliards d'habitants presque soit quelque chose en fait qui soit fait dans de bonnes conditions de travail. Donc il y a vraiment un enjeu qui est primordial dessus, notamment dans le contexte de la mondialisation en fait où les achats se font à travers le monde entier. Did you want to add up something, Morium? No, over to you. Well, just as a compliment, it is something that we demand from our governments and that we have been working on at ActionAid France, at ActionAid Bangladesh, and other ActionAids worldwide. The idea that the lack and the absence of transparency is something that does a disservice to the workers, and this is something we have been asking for more transparency and in regards as well to the due diligence law, for which we have done a lot of advocacy here in France to secure the supply chains all over the world and make it a safe space for a safer, the safest possible space for workers in the world. Du coup, c'est en fait cette idée de transparence auprès des institutions, des multinationales et de la chaîne d'approvisionnement, c'est quelque chose en fait pour lequel ActionAid France, ActionAid Bangladesh plaident particulièrement, puisqu'en fait cette absence de transparence se fait notamment au détriment des travailleurs et travailleuses. Et il y a eu tout un travail notamment en France avec la loi sur le devoir de vigilance de 2017, notamment pour avoir des entreprises qui soient en fait tenues d'analyser, d'identifier, de prévenir, de faire cesser en fait les violations, les atteintes aux droits humains et à l'environnement, et notamment d'avoir des plans de vigilance qui analysent ces risques. Mais également, tout dernièrement, notamment au niveau européen, on a finalement reçu la tant attendue proposition de la Commission européenne sur une législation européenne en matière de devoir de vigilance sur les droits humains et l'environnement. Et notamment, par exemple, on peut voir que le textile est reconnu comme un secteur à risque, mais qu'il y a un enjeu, en fait, justement, à ce que les multinationales soient bien tenues responsables et que cette législation soit la plus ambitieuse possible et, en fait, soit faite vraiment dans l'esprit des travailleurs et des travailleuses pour les protéger et assurer le respect de leurs droits. Merci, Florian. Florian mentioned the tragic collapse of the Rana Plaza about 10 years ago. As a closing point, maybe, Morium, can you give us a little bit of information onto what has changed in the past 10 years, what still needs to be changed, and the long road ahead since 2013? Du coup, il y a 10 ans, malheureusement, c'était l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, donc un immeuble qui abritait plusieurs usines d'industrie textile, avec notamment de nombreuses travailleuses qui sont décédées à la suite de cet effondrement. Et cet événement a connu en fait beaucoup d'échos, de retentissements, et c'est aussi également ça qui a poussé en fait tout ce besoin de transparence et de vigilance auprès des entreprises. Et du coup, Salma voudrait savoir en fait un peu qu'est-ce qui a changé depuis ces dernières années, depuis l'effondrement du Rana Plaza, mais également quels sont encore les besoins, quel est le chemin qui nous reste encore devant nous. Yeah, thank you. Yeah, lots of things changed, no doubt, after Rana Plaza collapse. Though we had to, pay, the amount was very high to get that attention in this sector. We lost lots of workers. So, but yeah, the sector get attention from not only from national or from the international sector as well. So, as you know that, after Rana Plaza collapse, the accord became formed, and the safety and security issues come, and the factories became a bit active, or they take initiative to make the environment better, especially the fire safety and building safety. These came very seriously. And also, governments also take lots of initiatives. There the action plan developed, and the total system like the labor inspection reforms and the training for the workers. It's not only from the government, lots of other organizations, they also started working in this sector, and everyone feels that the awareness is also important, not only working on the infrastructure sector.
So many organizations started working, and also the trade unions, they also started, they became working more and raised their voice comparatively. So still I said that there are lots of areas to work, but yes, these areas improved. There's there's occupational safety and health sharing was there, and also the committees, different committees formed in the factories, like the safety committee and the sexual harassment complaint committee, participatory committee, lots of committees are there. So things are changing, you know. So it's better than earlier, but it's still a long way to go. The dream we have now, it will take time, obviously, because lots of areas we need to improve. It's not only about the working condition within the factories, it's also sometimes out of the factory, because when we are talking about the violence, we found that it's not only happening in the factories, it's also on the way when the workers are coming to the factories. So when we actually want, we say that the working condition is actually huge. So the dream we have that we want a good condition for the worker where they will work with love. To reach that, there we also need to work a lot. So, but it's good that it's started, and all the sectors are working. Even as I mentioned, the buyers are also now, they are active. They are, they are ensuring that the factories are maintaining the compliances when they provide any order. So these things are, the whole scenario is improving slowly. Du coup, Morium nous explique qu'en effet, l'effondrement du Rana Plaza a eu beaucoup de retentissement d'un point de vue autant national qu'international. On parlait notamment plus de plaidoyer sur la responsabilité, la vigilance des entreprises. Après, du point de vue aussi des travailleurs et travailleuses, il y a eu plus d'initiatives, notamment des liens avec des organisations. Plus de travail aussi au niveau des syndicats pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses justement de s'unir et d'avoir un espace en fait où ils puissent justement échanger collectivement. Moriam nous a également parlé aussi plutôt de visites d'inspection, d'audits. Il y a également la mise en place de plus de comités, notamment de plaintes, notamment en lien avec les violences sexuelles et sexistes. Du coup, on peut dire quand même qu'il y a eu des changements, qu'il y a déjà eu un mouvement de mobilisation à ce sujet, mais bien sûr, le chemin qui nous reste à faire est très très long et nécessite beaucoup d'efforts et d'investissements pour parvenir justement à un idéal. L'idéal, c'est un monde dans lequel les travailleuses en fait vivent dans de bonnes conditions de travail tout simplement, et que ça demande beaucoup de temps et d'efforts, mais que comparativement, on peut se dire quand même qu'il y a eu des changements, il y a un impact, et même si ça peut paraître très long et difficile à voir, au moins il y en a eu, et que le travail, la mobilisation doit continuer, qu'il ne faut justement pas se reposer sur les mécanismes en place, mais qu'il faut s'assurer qu'ils soient bien mis en place, renforcer, les améliorer, afin d'assurer justement qu'on avance vers cet idéal et qu'il avance au plus vite notamment. Et c'est-à-dire justement, en fait c'est ça, un monde où notamment les travailleuses de l'industrie textile travaillent en fait sans peur, sans risque de violence sexuelle, sans salaire de misère, avec un lieu où leurs conditions de travail et notamment leurs droits humains sont respectés. Thank you so much, Moriam. Do you have anything you wanted to add up, and maybe that can help better our understanding of the situation, something that maybe we have missed in our questions? First of all, thank you for this. As you prepared this platform where I can at least share that what is the condition and what we are expecting. So the only thing what I mentioned, that who we are working for the workers' rights, we also need to remember that the condition is very bad, but still this is a better condition for them. So it's make us more responsible to make this condition better, really better for them. Because when you have opportunity, like as we have the opportunity from working from the workers at the same time with the buyers, so we should use this opportunity. And what we are trying to bring the voices from the workers, that what they are feeling and what they are expecting. So if we can all together reach the buyers and also international brands and also the other government who have that, they have the control, or they have the situation where they can deal with the buyers and the brands. So
they can use that. And when we are sharing the scenario from the field or from the community, and when we are saying that what the workers are actually feeling and what they are expecting from them, so that we can do, we can bring the issues to them, and it is now their responsibility that how they will address that and how they will make sure that the scenario, the working condition is improving, and the workers are working in a good environment. It's all of our responsibility. So if we can do from our side, wherever I am working with a worker and trying to increase his or her awareness on worker rights. So I will do my best. At the same time, when French government is working there and he or she knows that who are the buyers, who are the brands, they can work with them to ensure that yes, when you ask for provide any water, please make sure that the compliances are there, or you are you have that situation, or you have make this condition, so the worker can work in a good environment, and the factory owner also can maintain all the compliance to make the situation better for the workers. So if we all work together, obviously the scenario will change, and we will see a good working condition where the workers are smiling, working, and making product for everyone. Thank you. Du coup, le petit mot de la fin, c'est le fait que Morium insiste encore sur le fait que c'est la meilleure possibilité, la meilleure option des travailleuses. Encore une fois, c'est une telle situation de vulnérabilité que ces personnes n'accepteraient pas ces conditions si elle avait une autre solution et tout. Donc c'est pour ça que l'enjeu, en fait, c'est pas se dire qu'on boycotte, en fait, qu'on arrête, qu'il faut que ces personnes arrêtent de travailler. Non, c'est pas ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est autant primordial vraiment de faire parler les voix de ces travailleuses, puisque l'important, c'est pas ce qu'on pense qui est bien, mais justement, en fait, ce qui est nécessaire pour elles, justement, et pour les aider dans leur quotidien. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a un enjeu, justement, à faire parler, en fait, la voix de ces travailleuses, autant, par exemple, dans cet espace de live où on peut en parler, mais autant avec, notamment, des organisations comme ActionAid France ou ActionAid Bangladesh qui font vraiment, en fait, le maillon, l'intermédiaire entre les voix de ces travailleuses et les gouvernements. Alors, le gouvernement bangladais, notamment, pour avoir la responsabilité, la transparence auprès des usines, des travailleurs, mais également un échange plus important, notamment dans un monde de mondialisation actuelle, notamment auprès du gouvernement français, où il y a également, par exemple, en France, des sièges, des sociétés liées au textile implantées ou des marques, et que c'est pas seulement au niveau de Bangladesh, de ces usines ou du gouvernement bangladais d'avoir ce système de transparence et de responsabilité, mais c'est vraiment tout le long de la chaîne d'approvisionnement, dans tous ces pays d'Europe, en fait, qui achètent, qui consomment, qui vendent, pour qu'en fait, ce soit une responsabilité partagée et vraiment aboutir à un espace où il y a une telle transparence et il y a une telle, justement, responsabilité qu'on ne peut pas se dire, en fait, qu'on ne savait pas ou qu'on n'a pas fait parce que ce n'est pas notre responsabilité. Et c'est pour ça, en fait, que ces systèmes, en fait, d'échange et le fait d'être autant en contact avec les travailleuses, de ne pas, en fait, prétendre savoir ce qui est bon pour elles, mais vraiment partager leurs revendications, leur donner les connaissances, le pouvoir et l'information pour elles-mêmes revendiquer leurs droits, est primordial. Thank you, Floriane. Merci, Floriane. Thank you, Morium. That was very interesting. Thank you for sharing all these crucial piece of information with us. This is a lot of food for thoughts for us. Thank you for everyone who has watched the live. We will be linking to, as I said earlier, to the report and to the study on our Facebook page. So don't hesitate if you have any question or any comment, just to write to Florian or myself, and we will connect with Morium if she allows us and if she agrees with any of your thoughts. Du coup, merci infiniment Morium pour cette discussion très intéressante et cet espace de partage. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis malgré les aléas techniques et toutes les personnes qui, je n'en doute pas, retrouveront la vidéo et la reverront, puisque du coup, elle sera disponible sur Facebook, sur YouTube, voire même sur Instagram. Du coup, tout est possible pour que vous puissiez la voir. Et voilà, n'hésitez pas, en fait, nous mettrons bientôt le lien de la traduction en français du rapport de ActionAid Bangladesh en collaboration aussi avec ActionAid Australie et Cambodge sur les conditions des travailleuses dans l'industrie
l'industrie du textile en Bangladesh et notamment l'impact du Covid. Donc pour le moment, le rapport est en anglais. Si certains veulent le lire, pas de souci, mais on est en traduction pour qu'il soit disponible, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou même sur le site web. N'hésitez pas à nous contacter, moi Salma, ou même si vous voulez faire le lien avec Morium. Et bien sûr, n'hésitez pas à vérifier nos activités et nos actualités sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ou encore sur notre site web. Et n'hésitez pas à jeter aussi un coup d'œil aux activités de Morium, notamment avec le Café des Travailleuses ou encore d'ActionAid Bangladesh. Et de toute façon, on se dit à très vite pour un prochain Thursday's Campaign Day. Merci beaucoup à tous et à toutes. Thank you, Morium. Thanks a lot, Morium. Thank you. Bye. Bye.